Et bienvenue tout le monde dans cet épisode spécial super-héros, une vidéo qui n'était pas prévue pour avoir cette forme, alors du coup c'est un petit peu improvisé, mais je suis content de revenir sur YouTube après avoir dû le mettre un peu de côté pour me consacrer à des projets personnels, et aujourd'hui on va parler de collants, de modèles auxquels aspirer, et de déluge d'effets spéciaux. Alors dans cette vidéo, on va aborder Venom, qui sera un peu tout seul, Aquaman et Shazam, ainsi que Captain Marvel et Avengers Endgame. Je mettrai des petits timecodes comme ça, si vous ne voulez pas être spoilé, vous pourrez passer directement à la partie suivante. Allez, on est parti. Ah, Venom, qu'en dire, c'était étrange à regarder. Le film était assez moyen jusqu'au moment où il se rend compte que c'est n'importe quoi, alors autant y aller, et là ça devient relativement divertissant. Pour les fans du personnage ou de comics en général, autant vous prévenir que les liens sont ténus hormis quelques références, et que le Eddie Brock du film est loin de l'anti-héros auquel on aurait pu s'attendre. Celui du film est même un good guy en fait, un peu dépassé par ce qui lui arrive, certes, possédé par un symbiote, certes, mais un good guy. Eddie est un journaliste qui perd son emploi après avoir posé des questions trop limite à la mauvaise personne. Il entreprend alors de mener l'enquête de son côté après avoir été contacté par une collaboratrice du dit méchant. Mais ce n'est pas tant Eddie qui compte que celui qui l'héberge au cours du film, Venom. C'est le fait qu'il vienne juste d'arriver sur Terre mais connaît déjà tout un tas de choses et perturbantes, il agit plus comme une entité qui ignore certains usages que comme un être impitoyable. Nul désir de vengeance en fait dans le film, mais plutôt le désir d'arrêter les autres membres de son espèce de quitter la Terre pour revenir ensuite l'envahir. Enfin, je crois, parce que je me suis demandé pourquoi les symbiotes ne l'envahissaient pas tout de suite, vu leur force et invincibilité. Bref, c'est un peu bébête, mais ça reste divertissant. Il y a quelques scènes sympas, notamment une avec un baiser, qui donne envie de voir un film qui s'intéresse à la relation entre l'hôte, entre l'hôte et le symbiote, et ce qui les entoure, la psychologie, le sexe, la réelle dépendance entre les deux, etc. Et ça, c'est pas dans le film. Alors, tant qu'à faire, je vous recommande même le premier teaser, celui qu'ils avaient fait sans avoir les effets spéciaux qui me faisaient déjà plus envie que le film en lui-même. Et concernant sa cible, on a longtemps cru qu'il serait interdit aux moins de 17 ans outre-Atlantique, mais que nenni, il est interdit aux moins de 13 ans. En soi, c'est pas grave, hein, ça change pas grand-chose, et les limites d'interdiction d'un film ne font pas les qualités de celui-ci, mais si vous n'avez pas suivi cette histoire et que vous êtes vraiment en mode « je vais regarder Venom, ça va signer partout, ça va être génial », autant vous prévenir, vous ne verrez pas forcément des hectolitres de sang. Et d'une manière générale, le film n'est pas vraiment ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose du coup. Ah lui, je l'ai raté au cinéma, et j'en ai beaucoup entendu parler en bien ou en mal, et j'espère que si vous êtes dans ce cas-là, mon avis va vous aider à y voir un peu plus clair. Alors Aquaman, qui a été introduit dans Justice League, c'est le fils d'un humain et d'une reine Atlante, une espèce pouvant évoluer sous l'eau. Arthur a grandi sans sa mère qui a dû retourner en Atlantide pour protéger sa famille, et celui-ci, fort de ses pouvoirs, surveille désormais les mers et océans jusqu'au jour où Mera, une Atlante, vient lui demander son aide. Et c'était pas mal. Je préférais à Justice League, l'opus précédent de l'univers d'ici. Bon, Justice League, rapidement. Il y a quelques idées intéressantes dans la mise en scène et l'histoire, même si les thèmes et prises de risques sont quasi absents, je trouve. Les ennemis sont random, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'intensité au combat, d'autant qu'ils sont tous générés par effets spéciaux. Le méchant aurait pu être intéressant, ce qui aurait un peu rattrapé le film, surtout que tous les personnages principaux n'ont eux pas été présentés dans leurs films précédents auparavant, mais ce n'est pas le cas, il est complètement vide et au final vous pouvez le prendre et le remplacer par un autre, ça ne changera strictement rien, et c'est un peu dommage du coup, parce que pour un film qui nous présente pas grand monde, bah, et on y perd quoi. Et les personnages, d'ailleurs les héros, travaillent pas toujours au mieux ensemble. Alors qu'il y ait des tensions ou autres, c'est normal, mais je pense notamment au combat, où ça aurait pu être vraiment intéressant de les voir interagir ensemble, s'entraider, optimiser leurs forces. C'est pas vraiment le cas. Bref, des tas de gens en ont parlé mieux que moi, je pense, et avec les interviews, trailers et making-of, on voit que le débat Snyder Cut et Whedon Cut n'a pas vraiment lieu d'être en fait. Ah, et oui, quand on sait pour la moustache d'Henry Cavill, on le voit. C'était pas fou, donc un Avengers en moins bon, j'imagine, même si j'accroche pas vraiment au film Avengers. Je pense que le gros problème, surtout, c'est que ce Justice League, il est pas foufou, et surtout, il sort 6 ans après le premier Avengers. Il y a 6 ans, peut-être que ça aurait pu passer, mais maintenant,
C'est compliqué. Ok, retour à Aquaman. Il y a de bonnes idées de mise en scène, notamment et surtout en fait pendant les combats. Amber Heard et Jason Momoa vont bien ensemble. Et pour un film qui se déroule beaucoup sous l'eau, les effets spéciaux s'en tirent pas trop mal. Alors par contre, il y a un problème avec le rythme. L'histoire en elle-même et ses rebondissements ne sont pas vraiment originaux ou même surprenants. Mais, comme je dis souvent, ce n'est pas nécessairement un problème tant que c'est agréable à suivre, qu'il y a des idées de mise en scène, etc. Mais là, pour moi, c'est le rythme qui plombe le film. Celui-ci essaye de nous passer pas mal d'informations, d'une part. La relation entre le père et la mère, l'entraînement d'Arthur, le lore sur l'Atlantide, la rencontre avec Black Manta, l'histoire du méchant, blablabla. Et surtout, il y a 3 intrigues séparées. Et à mon sens, c'est là la mauvaise idée du film. On a donc Aquaman et Mera, les gentils qui cherchent un trident ancestral magique plus qui permet de régner sur les mers. Ok. Ensuite, dans leur ordre d'apparition, je crois, on a Black Manta, qui voulait faire le pirate des mers, et qui décide finalement de venger son père en tuant Arthur Aquaman. Et le méchant Monsieur Warren de Conjuring, qui veut faire la guerre avec la Terre. Comment créer une tension avec 3 arcs narratifs qui, s'ils sont plus ou moins liés, ne se rencontrent quasiment jamais? La solution du film, c'est de lancer des séquences d'action pour maintenir un peu d'attention et créer un faux sentiment de tension entre les séquences de dialogue un peu molles. Mais ça reste très bancal, et la partie Black Manta qui fait vaguement liaison entre ces différents arcs ne suffit pas. Ça aurait été plus simple et peut-être même plus intéressant si le film avait réellement été une course-poursuite. La tension aurait été constante si tout le monde était après le trident, et que Black Manta était lui là pour interférer et régler ses comptes, et que les préparatifs de la guerre à la limite se déroulaient en arrière-plan, laissant imaginer que trouver le trident ne pourrait pas mettre un terme au danger de la guerre. Et rajouter un petit peu du coup de pression, parce qu'on n'était pas toujours au courant d'à quel point le temps était compté. Et on se retrouverait avec quelque chose de plus solide. Pour moi. Alors évidemment, c'est facile de parler depuis mon siège derrière mon écran. Il peut y avoir 1001 raisons pour que le film soit comme il est. Et du coup, on se retrouve avec ces 3 arcs séparés qui, au final, sont bancals les uns les autres. Parce qu'on se retrouve avec Black Manta qui court après Arthur, mais c'est de temps en temps quand il y a besoin de relancer un peu l'action. Le Monsieur Conjuring, je suis désolé, je me souviens pas de son nom, ça veut dire beaucoup. Qui veut faire la guerre avec la surface? Parce que ça fait longtemps qu'ils sont ignorés, mais j'imagine que c'est aussi le truc quand t'es caché au fond de l'océan. Et Arthur et Mera qui veulent trouver un trident magique pour devenir roi d'Atlantide. Mais si Arthur répète régulièrement qu'il veut pas être roi, il n'y a aucune réflexion sur ce que ça veut dire. Aucune réflexion sur ce que ça veut dire être roi, sur les responsabilités, sur la pollution des océans même, ou que sais-je en fait. C'est rapidement balayé pour privilégier une ambiance. Si le gentil gagne, alors tout ira mieux. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a beaucoup de films qui fonctionnent comme ça, mais c'est dommage. Pour quelqu'un qui est là genre « Oh, je veux pas vraiment être roi », c'est vrai que si tout le film avait commencé à mettre en avant ses capacités à, je sais pas moi, prendre des décisions, être un leader, protéger les gens, tout ça, ça aurait pu être sympa. Bon, après, c'est pas non plus un ratage, c'est juste que le film m'a pas plus emballé que ça, et que je lui trouve justement des défauts, mais peut-être parce que je trouve que ce sont des grosses ficelles qui sont assez faciles à discerner, tout simplement. En voilà que j'attendais pour le plaisir de créer Shazam à tout bout de champ. Je ne sais pas si c'était une idée marketing de faire rentrer le cri dans la tête des spectateurs, en tout cas sur moi, ça a pris. Et donc Shazam le film, c'était vraiment sympa. On y suit Billy Batson, un jeune ado qui va de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui après une rencontre mystérieuse peut, en prononçant le mot Shazam, se transformer en un super-héros. Toutefois, s'il s'amuse beaucoup au début, il va devoir se rendre à l'évidence qu'il existe des situations pour lesquelles avoir des pouvoirs ne suffit pas. Le film se laisse agréablement suivre, je pense qu'il vise particulièrement les enfants et les ados, au vu de ses références et humour, et j'ai passé un bon moment devant parce que comme dans les comics, Shazam est content d'être Shazam. Et ça change dans un film de super-héros, il y en a beaucoup qui font des laïus pendant leur film parce qu'ils ne veulent pas être des héros, parce qu'il y a des responsabilités, parce que ci, parce que ça.
Mais dans Shazam, c'est pas le cas. Dans Shazam, ça respire la bonne humeur et c'est communicatif. Alors il y a quand même des points négatifs, ils ne sont pas rédhibitoires, mais quand on y pense, on se dit que oui, bon, ça manquait un peu de ci, un peu de ça. Par exemple, le film introduit comme ennemis les 7 péchés capitaux. Ce sont des créatures qui personnifient les 7 péchés capitaux, ce qu'on trouve dans les textes religieux, sauf que ces spécificités ne se voient pas vraiment pour certains, et que leur rôle est très limité au final. Ce sont des méchants random, ça aurait pu être n'importe lesquels, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils contrôlent vraiment le méchant dont ils ont pris possession, ni quoi que ce soit, en fait, on sent vraiment pas qu'ils tirent les ficelles ou qu'ils ont des plans. Et ça c'est pas de bol, parce que ça aurait pu offrir une réflexion sur l'état du monde aussi quelque part. Parce que l'idée c'était que les 7 péchés capitaux sont libérés, donc ça va mal sur Terre. Le problème c'est que ça allait déjà mal sur Terre avant les péchés capitaux. Du coup, ça aurait pu être intéressant de voir Shazam essayer de faire de son mieux pour aider les gens, pour vaincre les 7 péchés capitaux, et se rendre compte que il y aura toujours à faire. Mais bon, j'imagine que c'était moins dans l'ambiance bonne humeur aussi du film, et énergie positive. Ensuite le méchant. Il a le droit à une scène d'intro qui était pas mal trouvée, et puis ensuite quelques scènes par-ci par-là, puis plus rien, et en soi, si on comprend ses motivations, j'aurais aimé le voir plus, être dans sa tête par moments, pas m'attacher à lui, mais vraiment le prendre au sérieux comme une menace sérieuse et un personnage vraiment crédible. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il varie vraiment en mode je suis méchant pour être méchant. Et pour finir, le dernier tiers qui tire un peu en longueur. Il y a quelques rebondissements bien trouvés et certains plus surprenants qui viennent heureusement maintenir l'attention. Personnellement, j'ai préféré Shazam à Aquaman parce qu'il m'a semblé plus maîtrisé, peut-être plus généreux aussi. Il a peut-être moins d'audace en termes de réalisation, mais le film sait où il va, il n'oublie pas d'être léger, il n'oublie pas d'être un peu plus grave et d'explorer différentes émotions, et honnêtement, j'attends Shazam 2 avec beaucoup de curiosité, parce que le 1, c'était bien. Celui qui précède Avengers Endgame et nous présente le personnage de Captain Marvel dont on nous a longuement teasé l'importance capitale dans la résolution de l'arc des pierres d'infinité est enfin là. On y suit Verse, soldat dans la guerre contre les Skrulls, une race extraterrestre capable d'adopter l'apparence de n'importe qui. Celle-ci possède une grande puissance que son peuple adoptif tente de lui apprendre à maîtriser par la discipline. Mais lorsque Verse atterrit sur Terre par accident, tout va changer pour elle. Et donc, c'était bien. J'ai senti dans le film le même genre de sincérité que dans Wonder Woman. Il n'y a pas d'ironie ou de cynisme qui passe sur les sentiments et qui crée une sensation de distance par rapport à ce qui se passe. Et heureusement, l'humour du film tombe souvent au bon moment et évite de désamorcer la tension dramatique de l'ensemble. Surtout que Carol prend possession de ses pouvoirs et son destin quand elle laisse enfin parler ses émotions plutôt que de vouloir les réprimer comme on lui a appris. Et au final, c'est plutôt une jolie morale en fait, parce que ça veut dire qu'il faut savoir s'écouter et qu'il faut savoir aussi accepter ce qu'on ressent. Si le rythme est un peu étrange, parce qu'il fait un temps cohabiter plusieurs pistes potentielles comme étant l'intrigue principale, le passé de Carol, l'attaque des Skrulls, le plan des cris, blablabla, il demeure assez agréable à suivre, et finalement toutes ces pistes se rejoignent en cours de route, contrairement à Aquaman par exemple, qui a le même souci, mais dont la façon de les gérer se révèle plus maladroite à mon sens, parce que ça reste comme ça jusqu'à la toute fin quasiment. Se déroulant dans les années 90, c'est l'occasion d'utiliser quelques ficelles qu'on retrouvait dans les films de l'époque et d'explorer les premiers pas de personnages déjà connus des fans. Ainsi, on retrouve l'agent Coulson qui ne sert pas à grand chose, mais qui reçoit quand même des compliments à la fin parce qu'il n'a pas tiré sur le type qu'il connaissait à peine. Et puis Fury surtout, qui s'avère être une bonne surprise. Lui et Carol sont agréables à suivre, c'est vraiment... leurs scènes ensemble sont vraiment cool, et c'est mignon de le voir avec le chat. Se déroulant avant la quasi-totalité des films du MCU, Captain Marvel en profite pour raccrocher les ponts avec certains faits de ses autres films. Comme la présence de Coulson pour dire qu'il était déjà là, celle de Ronan l'Inquisiteur qui deviendra l'ennemi des Gardiens de la Galaxie, ou encore la grosse surprise, la perte de l'œil de Fury, qui, si c'est bien trouvé, se révèle presque un anti-climax et plus un détail, ce qui pourrait frustrer celles et ceux qui ont une vision du personnage très badass, guerrier héroïque, il a fait la guerre et que sais-je. Le film a tendance à opérer des choix qui nous surprennent dans leur traitement. On se serait pas attendu à ce que, pour rester sur la perte de l'œil, ça se déroule comme ça. Et du coup, si c'est bien trouvé, il peut y avoir quand même une certaine frustration, parce que c'est pas nécessairement ce à quoi on s'attendait. D'ailleurs, rien à voir, mais pendant un long moment, j'ai cru que Maria
était la copine de Carol. Et du coup, j'étais un peu déçu que non. Bref, pour conclure, certains des choix que le film effectue peuvent sérieusement en ennuyer certains. En tout cas, la personne derrière moi qui commentait tout bruyamment l'a été. Toutefois, Captain Marvel s'avère être un divertissement sincère. Il y a des bons moments entre l'humour et l'action. Et ça continue d'introduire un peu de diversité aussi dans le casting des films Marvel. Et on passe au plat de résistance. La conclusion de 10 ans de films plus ou moins connectés. Avengers Endgame. Et quel morceau! 3 heures de film! Mais si j'ai parfois senti les longueurs, je me suis jamais ennuyé. C'est resté très digeste du début à la fin en fait. Les Avengers mettent au point un audacieux plan qui pourrait peut-être bien réparer les actes commis par Thanos. Il y a pas mal de techno blabla pour expliquer comment ils vont y arriver, donc ne vous prenez pas la tête à vouloir la jouer scientifique, prenez pour acquis ce que vous dit le film, ça vaudra mieux parce que ça va dans tous les sens. Mention spéciale à l'incroyable problème insoluble du voyage dans le temps, qui se voit résolu en quelques minutes par un Tony Stark inspiré. C'est tout? Il faut prévenir le monde? Pour commencer, comme pour Infinity War, les personnages ne sont pas présentés, ce qui peut le rendre assez obscur pour quelqu'un qui découvre le MCU en accompagnant des amis par exemple. Les personnages centraux du film sont quand même introduits pour qu'on les resitue et qu'on comprenne où ils en sont, donc pour les habitués, ça va, tout roule. Enfin oui et non, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ignore, comme comment et pourquoi les Asgardiens sont venus sur Terre juste avant l'attaque de Thanos, qui semblait survenir alors que Valkyrie et les autres étaient toujours à bord, mais bon, on imagine qu'elles se sont enfuies du coup, la fin de leur relation Hulk et Black Widow. Perso, je les ai jamais vraiment appréciés ensemble, alors ça m'a pas non plus trop manqué, mais c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Bref, quelques détails par-ci par-là qu'on aurait pu vouloir voir, être expliqués, mais rien de trop méchant. Le film est un festival de références aux comics, certes, mais surtout aux films précédents, que ce soit par des scènes ou des dialogues, et tout cela procure un sentiment de boucle bouclée, de conclusion, très satisfaisant, très gratifiant même en fait, pour le spectateur qui suit ces films depuis le premier Iron Man en fait, parce que c'est le premier du MCU, si j'ai bonne mémoire. De ma part, si certains choix m'ont paru efficaces, comme la majorité des scènes d'action, ou justement les périodes visitées avec le voyage dans le temps, je regrette quelques petites choses. Déjà, ça peut sembler étrange, mais le nombre de morts. En 3 heures de film et de conclusion épique, on a 2 morts. Et je sais pas, je m'attendais à tellement plus, surtout après Avengers Infinity War, qui, s'il était léger en mort, avait pour lui les disparitions qui nous avaient tous laissés choqués. Alors je sais pas, je pense que j'ai dû me monter la tête tout seul en me disant que c'était la conclusion de 10 ans à peu près de la série, que les personnages n'arrêtaient pas de répéter qu'ils étaient prêts à tout et à se sacrifier pour y arriver, et je pense qu'au fur et à mesure, je me suis dit, bah, ils partagent plus, ils doivent partir. Ils doivent partir, ils sont peut-être une dizaine. Et je m'attendais à ce qu'ils reviennent 5-6. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Aussi, à la fin d'Endgame, hormis quelques petits détails, on a quand même l'impression d'être de retour à zéro. Tous les gens disparus sont de retour, hormis les quelques personnages réellement décédés dont il n'existe pas de double et blablabla. Bah, quasi tous les persos sont donc de retour comme avant. Et ça vaut pour les personnages secondaires, comme pour les personnages principaux et les différents héros de leur film. Ce qui fait que on a presque l'impression que toutes ces années où les gens étaient disparus ne compteront pas dans la suite de la série. Tout au plus, on y fera référence dans probablement Spider-Man Far From Home, parce qu'il se déroule juste après Endgame, et puis après, je pense qu'on y fera référence comme l'incident de New York, quand la ville a été à moitié détruite par une armée extraterrestre. C'est genre, c'est arrivé, bon, ben, voilà quoi. Et puis, concernant Captain Marvel, finalement, si vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas manqué grand-chose pour Avengers. Si ces apparitions sont toujours à point nommé, bah reste qu'on la voit assez peu, quoi.
Et à partir du moment où le personnage dit je dois partir faire un truc et je serai absente pendant un moment, bah on sait qu'on va pas la revoir pendant 2h30 de film. Mais peut-être qu'elle prendra plus d'importance dans l'avenir, puisque les Avengers restant sur Terre pourraient passer le relais à de nouveaux personnages. Parce qu'après tout, sur l'équipe originale, spoiler évidemment, Iron Man est décédé, le Cap est reparti dans le temps, et du coup, je pense que dans l'état où il est, il va pas forcément pouvoir le faire, et d'ailleurs il donne même son bouclier. Hulk est toujours là, Black Widow est décédé, Hawkeye va sûrement prendre sa retraite avec sa famille, Thor est parti dans l'espace, et il reste pas grand monde. Bon, et pour continuer, il faut que je parle d'une chose qui m'a surpris. C'est que Thanos est un extraterrestre qui a attaqué la Terre, dont le claquement de doigts a fait disparaître la moitié de l'univers. Et pourquoi est-ce que le film passe dessus à toute vitesse alors ? Comprenez bien qu'on voit les héros avoir perdu, être tristes, enragés, dégoûtés. Mention spéciale à Thor, qui a bien changé, même si le fait de lui coller une fat suit pour le rendre gros, pour le lol, est de mauvais goût, vu qu'on rigole de sa prise de poids et de ses problèmes psy, plutôt que du reste. C'était un peu étrange en fait, parce que j'ai l'impression que tout le monde lui dit genre « Oh, remets-toi, c'est pas ta faute », et puis après on lui met des petites claques en mode genre Allez, fais des trucs de héros », mais à aucun moment je sais pas, asseyez-vous avec lui, prenez une bière, discutez. Enfin bon, le film ne prend pas la peine de nous montrer comment les gens vivent maintenant, sortis d'une vague réunion d'un groupe de discussion. Mais après les événements d'Infinity War, je m'attendais, au moins ne serait-ce qu'au début, à ce qu'on parle de l'effondrement de nations, à ce qu'on parle de la place des croyances dans ces nouvelles existences post-snap. Et rien de tout ça. J'en profite donc pour vous recommander chaudement une série que j'affectionne beaucoup, The Leftovers. Le pitch, un jour, pouf, 2% de la population mondiale a disparu. Pourquoi ? Comment ? On ne le saura peut-être jamais. Et 3 ans plus tard, nous suivons ceux qui sont restés derrière. Ceux qui n'ont pas disparu et qui se retrouvent à devoir réimaginer leurs existences. Il y a 3 saisons avec en partie les mêmes personnages, donc ça se suit, et qui explorent des thèmes un peu différents aussi à chaque fois. Et perso, une fois passé le premier épisode de la saison 1, j'étais dedans et j'ai dévoré les saisons 2 et 3 jusque tard dans la nuit. Bon après je me plains, mais il y a des bonnes choses. La discussion Tony Stark-Howard Stark, la progression d'Iron Man en général, celle de Nebula aussi, la progression de Hulk, même si elle est peut-être un peu moins évidente à travers les films, on a eu quand même une évolution du personnage. Bref, tous les personnages n'ont pas nécessairement eu beaucoup d'évolution dans le film, ou même droit à un arc, tout simplement, mais les quelques qui ont eu droit, c'était pas pour rien, ça a payé. Reste que le MCU est peut-être l'univers connecté le plus solide et impressionnant que j'ai vu, même si je n'aime pas forcément tous les films qu'il compose, ça reste un sacré tour de force, et Endgame, c'est la conclusion de 10 ans de films. Ce sont des scènes d'action qui sont dantesques, ce sont des bonnes idées de mise en scène, de contexte ou autre, et c'était sacrément divertissant, et c'était bien, et c'était gratifiant à regarder, et c'est vrai que je me retrouve un peu à essayer de chipoter ou de pointer du doigt des choses qui m'ont un peu dérangé ou autre, mais elles m'ont dérangé vraiment une fois que je suis sorti du cinéma, parce que bon, il y a peut-être 1 ou 2 fois où pendant le film, j'étais un peu perplexe, mais en vrai, j'étais dedans, quoi. Donc 2 minutes après, j'avais oublié et c'était parti. Et c'est fort, parce que ça en fait des personnages. Ça en fait des bouts d'arc ou d'intrigue à essayer de caser dans un film. Et c'est vrai que l'idée d'un univers connecté, qui en plus était posé à peu près sur des rails depuis le début, ça enlevait un peu de liberté aux réalisateurs aux réalisateurs et scénaristes sur ce qu'ils pouvaient faire, montrer, raconter. Mais de l'autre part, ça a permis de raconter des histoires sur tellement de films différents. Alors, ce que je retire de tous ces films de super-héros, pas beaucoup de parti pris concernant les thèmes et réflexions, en soi c'est pas un mal, mais bon, on est pour certains loin de ces films qui ont osé avoir des thématiques politiques, des choix audacieux ou des conflits moraux forts pour leurs personnages.
Let me say at the outset that I'm grateful to our Gentlemen, welcome to the troll market. Don't do this! Stop! Gotham needs you. No, Gotham needs its true hero. And I let that murdering psychopath blow him half to hell. Son of a bitch! No, come here! Get your stinking hands off me. What the hell happened to us? What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true! You're looking at it. Quelques bonnes idées visuelles et de mise en scène, et surtout, des bons moments. C'est vrai, c'était divertissant. Et peut-être que je devrais pas en demander plus. En tout cas, je suis content d'avoir pu faire cette vidéo spéciale super-héros. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films et à partager la vidéo, ça me ferait grandement plaisir. D'ici la prochaine qui arrive très vite, je vous invite à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux à MrGabJir sur Facebook et Gabjir sur Twitter. Portez-vous bien, aidez ceux qui ont besoin de votre soutien. Salut!